Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. C'est assez fascinant d'observer à quel point l'analyse économique a tendance à s'enfermer dans des schémas, disons-le, totalement obsolètes. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre une situation de marché actuelle qui semble, à première vue, défier toute logique apparente, et de le faire en gardant un œil strictement objectif sur les données froides. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. D'un côté, on allume les informations et c'est le scénario catastrophe en boucle, des tensions géopolitiques extrêmes, des prédictions effrayantes d'un baril de pétrole explosant à 200 $, la crise globale imminente. Et puis, de l'autre côté, on regarde les marchés financiers. Et là, surprise absolue. Le S&P 500 s'envole, le Nasdaq bat des records historiques jour après jour et les entreprises affichent des bénéfices ultra solides. C'est littéralement le grand écart. Alors, comment on explique un paradoxe pareil? C'est la grande question. Et pour résoudre cette énigme, la toute première étape, c'est d'accepter de jeter nos vieux modèles historiques à la poubelle. Ces anciennes grilles de lecture ne marchent tout simplement plus face à la structure de l'économie moderne. Section 1. La grande illusion du choc pétrolier. L'erreur classique face à l'instabilité actuelle, c'est de se dire « Ah, ça y est, c'est le retour de l'embargo de 1973 ». Mais c'est oublier un concept économique fondamental, la destruction de la demande. En gros, quand une matière première devient excessivement chère, le marché s'adapte inévitablement. Si le baril frôle les 100 $, eh bien soudainement, ça devient ultra rentable d'aller faire des forages très complexes en mer de Norvège. Et ça vient fissurer l'unité de cartel comme l'OPEP, parce que chaque acteur veut maximiser ses propres profits. L'ingéniosité humaine et le marché trouvent toujours un moyen de contourner la pénurie. Faut bien se rappeler qu'en 73, l'économie mondiale était prisonnière d'un modèle mono-énergétique. Le pétrole dictait sa loi partout. Aujourd'hui, regardons la réalité en face. Le mix énergétique a profondément muté. On a le nucléaire français, l'éolien dans les pays nordiques, le solaire qui cartonne dans le sud de l'Europe, et toujours d'autres ressources comme le charbon en Allemagne ou en Chine. Cette diversification massive, c'est un véritable bouclier. Les économies contemporaines ont appris des chocs du passé. Et puis, quand on creuse un peu les données pures, les récits de terreur s'effondrent très vite. On entend souvent parler du détroit d'Ormuz comme d'un goulot d'étranglement fatal, sauf qu'en réalité, ça ne représente qu'environ 20% du transit maritime. De plus, il y a des pipelines de contournement tout prêts à prendre le relais, sans même parler de ces immenses flottes fantômes qui naviguent avec les transpondeurs éteints sous les radars. Concrètement, un blocus total et paralysant, c'est un scénario hautement improbable aujourd'hui. Section 2. Au-delà de la seule technologie. Il est grand temps de démonter une autre idée reçue, cette croyance tenace que tout le marché actuel ne tient qu'au fil d'une bulle technologique isolée. Ce qu'on observe en ce moment, c'est en fait un élargissement très net de la performance. Oui, les semi-conducteurs affichent une croissance spectaculaire, on ne va pas se mentir. Mais regardons l'indice Russell 2000, qui regroupe des milliers de petites et moyennes entreprises dans l'industrie, la manufacture ou les services, eh bien lui aussi affiche une performance hyper robuste. On n'est pas du tout sur une spéculation déconnectée, c'est une prospérité partagée par des pans entiers de l'économie réelle. Alors, c'est vrai, la tech pèse pour environ 40% de l'indice S&P 500 aujourd'hui et beaucoup crient à l'anomalie historique. Mais si on fait un petit bond en arrière, le secteur de l'énergie, avec des géants comme Standard Oil, pesait exactement les mêmes proportions entre 1900 et 1950. Pareil pour la finance dans les années 2000, c'est parfaitement normal en fait. Chaque grande époque économique a son secteur structurant qui domine les indices. Fondamentalement, les valorisations qu'on voit aujourd'hui ne reposent pas sur du vent. Quand on observe des surprises monumentales sur les bénéfices, atteignant parfois les 1400%, c'est du flux de trésorerie réel, palpable, pas de la spéculation abstraite. Les marchés évoluent sur des cycles longs et ils sont toujours in fine guidés par la rentabilité avérée et mesurable des entreprises. Section 3. Les nouveaux travaux publics. C'est ici qu'on touche au changement de paradigme le plus contre-intuitif. Le contraste macroéconomique est juste saisissant. D'un côté, le secteur immobilier résidentiel classique s'effondre à l'échelle mondiale, frappé par une crise démographique sans précédent. On pense à la crise chinoise de 2021 ou au Japon où on trouve des maisons à 1000 $. Mais, de l'autre côté, c'est l'explosion pure et simple de la construction d'infrastructures colossales dédiées à l'intelligence artificielle. C'est le jour et la nuit. Faut bien comprendre que l'IA, c'est pas juste un programme virtuel dans le cloud. Les data centers, c'est littéralement du génie civil ultra lourd. On parle de systèmes de refroidissement dignes d'usines chimiques, de raccordements électriques à très haute tension, d'immenses réseaux de fibres optiques. C'est l'équivalent moderne des grands chantiers publics de type keynésien. C'est le TGV ou le New Deal de notre époque. Tout ce secteur de la construction y trouve un relais de croissance massif. Et l'impact ruisselle sur toute l'industrie lourde. Des écosystèmes entiers, allant de géants comme Caterpillar jusqu'aux spécialistes de la climatisation, tournent à plein régime.
La demande énergétique est tellement folle qu'aujourd'hui, le gaz naturel est fréquemment utilisé pour alimenter directement ces data centers via des turbines géantes. L'intelligence artificielle irrigue donc très concrètement notre économie physique et industrielle. Section 4. Le piège des biais cognitifs. Ce qui nous amène à la psychologie. Le cerveau adore chercher des parallèles avec les traumatismes du passé, et c'est un piège redoutable. On a tendance à voir le spectre de la crise systémique de 2008 dans le moindre remous bancaire ou à imaginer un crash imminent à chaque marché haussier. Prenez l'exemple du crédit privé. L'application stricte de plafond de retrait, généralement entre 5 et 8%, est souvent décrite à tort comme un mouvement de panique générale par certains médias, alors que c'est juste le simple respect des contrats. Il est absolument crucial de se concentrer sur les données réelles plutôt que de succomber au charme des narratifs dramatiques. Section 5. La deuxième vague de villas. Regardons ce qui se profile à l'horizon. C'est sans doute ce que le marché a le moins bien intégré. L'accélération de l'adoption technologique donne le vertige. Là où l'automobile a mis un demi-siècle à transformer la société et Internet près de 30 ans, l'intelligence artificielle traverse exactement les mêmes phases, mais en l'espace de seulement 3 ans. 3 ans, c'est tout bonnement la révolution industrielle la plus fulgurante jamais observée. Ce qui échappe encore largement aux évaluations boursières, c'est cette intégration silencieuse dans l'ensemble du tissu économique. Les gains de productivité enregistrés sous les radars sont juste phénoménaux. On parle de processus accélérés d'un facteur 5 dans la banque et l'assurance ou d'une automatisation drastique de la programmation informatique. Et dans les biotechnologies, l'IA traite carrément l'ADN comme un simple code, ce qui permet de modéliser des protéines complexes en 24 à 36 mois. Des sauts technologiques qui prenaient des décennies se matérialisent aujourd'hui en quelques mois. Concrètement, cette dynamique confirme l'émergence ultra rapide de modèles hybrides dans des secteurs très qualifiés comme le droit, la comptabilité ou l'architecture. Une plateforme d'intelligence artificielle gère environ 80% du travail de fond et l'expertise humaine certifiée supervise les 20% restants pour endosser la responsabilité finale. Le résultat direct, c'est une chute spectaculaire des coûts structurels et une accessibilité décuplée pour ces services. Alors, pour clore ce décryptage, cela soulève une question centrale. Est-ce que le véritable potentiel de cette restructuration de l'économie globale est encore sous-estimé? Si l'on passe son temps à redouter les fantômes du passé, on risque fort de rater une opportunité historique. C'est en comprenant ces évolutions structurelles, en se concentrant avec rigueur sur les données contemporaines et en écartant les scénarios alarmistes non fondés, que l'on parvient à identifier clairement les puissants moteurs de l'économie de demain. Voilà qui laisse définitivement matière à réflexion.